Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur cette table ronde sur la stratégie de propriété intellectuelle dans les startups Deep Tech. On va commencer par une rapide présentation des différents intervenants. Cécile, je te laisse commencer. Bonjour tout le monde, Cécile Thébault, donc je suis directeur d'investissement dans le groupe UI Investissement, donc effectivement qui est la nouvelle bannière de Sofimac, mais on garde l'esprit, la culture et la stratégie de Sofimac, et notamment une stratégie d'ancrage dans les territoires et de gestion de fonds de proximité. Et donc nous gérons en particulier les outils Jérémy. Donc nous sommes dans la génération 2, nous arrivons à la fin de la génération 2 et on espère, on travaille pour une prochaine génération parce que les projets sont là et il va falloir les accompagner dans les années qui viennent. Voilà. Et donc moi je travaille depuis, je fais ma carrière dans le capital investissement, mais depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'accompagnement des entreprises technologiques, deep tech, beaucoup dans la science de la vie, et tout secteur d'activité. Merci. Laurent ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Massécrier. Je suis président donc, de Naturads, une société deep tech dont on va parler aujourd'hui. C'est une société qui a été créée il y a 1 an environ avec 2 autres associés, dont l'objectif c'est de développer des additifs naturels, multifonctionnels pour les polymères. Je suis aussi président d'une société, d'un bureau d'ingénierie qui s'appelle GBCC. J'ai une formation d'ingénieur en génie chimique et biologique de ce bel établissement. Et aussi, j'ai fait un MBA à Lyon, dans l'entrepreneuriat, il y a une quinzaine d'années. J'ai plus de 20 ans d'expérience donc, dans des aventures intrapreneuriales et entrepreneuriales, puisque j'ai lancé une business unit dans les biomatériaux dans un grand groupe agro-industriel de la région. J'ai été donc responsable R&D pendant une dizaine d'années, et puis après responsable commercial et marketing, avant d'externaliser la société. Donc une expérience aussi en venture capitaliste. Et puis avant de lancer donc ma société conseil et Naturads il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Merci. Marie ? Bonjour, Marianne Courtou-Cousseau, je suis responsable des affaires juridiques à Clermont-Ferrand, au CHU de Clermont-Ferrand. L'idée étant effectivement d'avoir un centre hospitalier qui est 100% dédié à ses usagers, donc aux patients, et d'innover perpétuellement pour leur permettre d'avoir des soins de haute qualité et d'améliorer leurs conditions de vie. On verra comment tout à l'heure par les collaborations et notamment par la propriété intellectuelle. Jérôme ? Bonjour, donc Jérôme Deschamps. Je suis associé de la société OnLight qui fait de la décontamination de l'air. Donc mon associé est à côté, Fatessing, il va se présenter juste après. Pour moi, c'est ma 2e société. J'ai, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années maintenant, créé une première société, Revlume, qui était issue du monde académique. Le principe, c'était un transfert de technologie de l'université Blaise Pascal, ici, à l'industrialisation de matériaux luminescents. Et donc c'était un parcours qui s'est effectué après ma thèse. Donc un petit peu comme pas mal de choses qui se passent, on a été en relation avec l'incubateur et puis on a monté étape par étape, comme ce qui a été très très bien décrit il y a quelques instants dans le témoignage, une société qui a grossi et qui était rachetée par un groupe français à l'époque du monde de l'éclairage qui avait besoin de ces matériaux luminescents. Et puis ça a duré quelques années et au sein de cette société. Et puis ensuite, deuxième volet d'entrepreneuriat avec une association dans la société OnLight. Faté, c'est à vous ? Oui, je m'appelle Faté Singh, donc je suis président de la société OnLight Consulting qui est spécialisée dans la décontamination de l'air, des objets et les surfaces. Donc c'est un peu un sujet d'actualité, on va dire. Donc moi j'ai un passé dans le domaine du semi-conducteur, puis ensuite de l'éclairage, en étant notamment responsable R&D chez un gros fabricant local qui s'appelait Dietal à l'époque, qui était le plus grand fabricant français d'éclairage. Ensuite j'ai rejoint la société qui a racheté Revlume, et qui était située en Haute-Loire. Et ensuite, j'ai eu envie d'entrepreneuriat, suite notamment à un master en administration des entreprises de l'IAE de Caen. Et j'ai créé la société OnLight.
Et donc on a travaillé notamment depuis 2 ans sur la décontamination, qui s'est avéré être un bon sujet pour l'époque. Alors, Jérôme, il y a à peu près 10 ans, vous l'avez dit, enfin tu l'as dit, puisqu'on se tutoie, hein. Tu l'as dit, tu as créé une première entreprise à l'issue de ton doctorat, et cette entreprise valorisait les travaux d'une équipe de recherche dont tu faisais partie. Tu as donc dû négocier des licences sur des brevets qui avaient été déposés par l'université. Quels souvenirs tu gardes de ces négociations? Rentrer dans le vif du sujet. Alors, plusieurs choses. J'étais sur ces brevets. Déjà, il y a deux cas de figure quand on est en dehors et qu'on cherche à acquérir une licence sur des brevets, et quand on est à l'intérieur des laboratoires et qu'on est sur ces brevets et quand on crée la société, on a besoin d'intégrer ces brevets à la structure. Donc, quand les brevets sont déposés par l'université, on ne peut pas juste les prendre comme ça, il faut la licence. Et alors, j'en garde un bon souvenir, hein. Je pose le décor. Malgré tout, il y a quand même des petites choses à garder en tête. Et alors, c'est très très bien, hein, parce que ça forme, comme on le disait, ça apprend pas mal de choses. Ça permet aussi de bien réfléchir par la suite à comment on fait les choses et comment on les dépose, ce qu'on dépose. Mais c'est une autre discussion. Donc, gardez surtout les points clés en tête, qui sont, il faut de la réciprocité. Il ne faut pas vouloir trop donner ou que les personnes en face en demandent trop. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Il faut se méfier du temps. C'est l'un des gros facteurs, en fait. Quand on entreprend, on veut aller rapidement. On a une échelle de temps dans la création, dans le montage des projets, dans la possibilité d'avoir cette licence. Ce temps-là, il est très important parce que, n'ayant pas le même référentiel, on peut vite être coincé et vite être dépendant de ce temps qui passe, et donc d'accepter un petit peu trop facilement des points qui seraient pas... voilà, donc ça c'est un gros conseil, surtout ne jamais se laisser déborder par le temps. Et donc le pendant de ça, c'est savoir dire si le deal est bon ou pas, s'il n'y a pas cet équilibre, il faut savoir, il faut pouvoir dire non. Dire non, ça passe pas, ou non, c'est pas assez rapide, ou non, il faut qu'on se revoie pour ça, c'est juste pas... Voilà. Donc grosso modo, je trouve que c'est... Alors, il y a eu 2 licences qui étaient du fait de brevets déposés par l'université. Et il y a aussi une copropriété, puisque l'entreprise a aussi fait une thèse CIFRE en partenariat avec l'université. Donc il y a eu un brevet qui est sorti de ce partenariat. Et donc derrière, il y avait aussi une copropriété d'exploitation à négocier avec l'université. Alors, en résumé, hein, parce qu'on pourrait y passer des heures, ça s'est bien passé au global. Les conditions ont été établies, elles ont été signées, donc elles ont été validées des 2 côtés. Il y a eu des moments un petit peu plus tendus que d'autres sur les négos, mais je pense que ça fait partie de la négo, hein, et encore une fois, il faut accepter ces choses-là. Et ce qu'il faut faire surtout, c'est savoir quand il ne faut plus accepter. Et généralement, les personnes sont, encore une fois, hein, si les personnes sont bien dans la dynamique de vouloir créer, de vouloir être profitable à tous, parce que c'est important, la recherche qui est faite, il y a des moyens, on ne le dit pas suffisamment, mais enfin si, on l'a abordé il y a quelques instants, il y a énormément de choses dans les universités qui peuvent être sorties. Par contre, il faut encore un petit peu, je dirais, en tout cas à l'époque, il fallait vraiment pousser des portes pour que ça puisse sortir, parce qu'il y a plein de points de blocage qu'il fallait... notamment le temps, hein. Moi je trouve que c'est la chose la plus... voilà. Et puis après, des licences 10% du chiffre d'affaires, ça aussi c'est un point très important, ne pas indexer les redevances sur le chiffre d'affaires.
On fait ça plutôt sur l'argent gagné, mais pas l'argent, le chiffre d'affaires dans sa globalité. Donc c'est des petites subtilités qu'il faut prendre en compte et donc du coup qu'il faut intégrer pour les futures négociations. Mais grosso modo, et encore une fois, on est bien accompagné, hein, donc il faut savoir que des trucs à 10% de redevance, faut oublier. Hein, faut pas hésiter à poser les questions et à s'adresser aux acteurs qui nous entourent. Merci. Alors Marie, justement, en 10 ans, les établissements publics de recherche se sont structurés pour accélérer le transfert de technologie et en particulier envers les startups. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette évolution et nous donner la vision du CHU en la matière ? Oui, bien sûr. Merci Isabelle de poser cette question. Effectivement, les CHU, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont des acteurs de santé publique tournés vers les patients. Maintenant, faire du soin, c'est une chose, mais CHU, il y a cette valence universitaire, ça veut donc dire qu'on innove et qu'on est toujours tourné vers cette perpétuelle recherche d'amélioration. Donc on va avoir des liens forcément étroits avec des partenaires historiques, que vont être par exemple l'université. Alors, ce n'est pas un hasard si CHU, c'est 3 lettres, parce qu'en fait, vous allez voir que 3, c'est ce qu'on retrouve tout le temps au niveau du CHU. On a 3 missions, soins, enseignement, recherche, 3 types de partenaires, les académiques, les EPST que peuvent être l'INRA, le CNRS, l'INSERM, et 3e typologie de partenaires, les industriels qu'on ne doit pas négliger et qu'on doit surtout encourager. Que ce soit des industriels qui existent déjà, des PME, des grands industriels, des grands groupes, mais également permettre d'émerger des industries mais qui viendraient de l'intérieur. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'émergence de start-up. On retrouve encore ce chiffre 3, puisqu'au niveau du CHU, on est le 3e CHU de France à avoir pris des parts dans une start-up qu'un de nos praticiens a créée, le professeur Bourdel et la start-up sur Gare. Il a été leader dans le domaine pour nous et on s'apprête peut-être à accompagner d'autres projets de ce type. Alors une fois qu'on a dit tout ça, bien évidemment, il faut se structurer. Alors ça passe par ce qui peut paraître un petit peu douloureux, ça va être l'aspect juridique qui peut parfois être un petit peu anxiogène, notamment en question de temps et en question de négociation, notamment des redevances et du fameux pourcentage et des 10%. Ce n'était pas un hasard si vous avez pris ce chiffre. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais effectivement, je dirais que la clé, c'est un petit peu, si on faisait de l'humour, c'est un petit peu comme dans le mariage. Il faut bien poser les bases au départ, savoir jusqu'où on est prêt à aller avec la partie adverse ou la bonne partie. Et puis après, écrire une très belle histoire que l'on monte entre les académiques, les industriels et les financeurs tels que Sofimac ou autres qui nous aident, qui nous accompagnent au quotidien et sans qui, bien sûr, on ne pourrait rien faire. Mais on reviendra peut-être sur les points des licences après. Oui, ouais. Oui, c'est prévu. Alors Laurent, vous avez négocié l'année dernière avec le CNRS une licence, puisque Naturads valorise des travaux de recherche qui sont brevetés par le CNRS. Alors c'était plus récent, on va dire. Est-ce que vous avez ressenti une évolution dans la façon de négocier, dans les délais de négociation par rapport à ce qui vient d'être dit par Jérôme ? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je retrouve. Alors, les 10% déjà, voilà, bon, on n'y reviendra pas. En fait, la négociation, déjà, si on reprend le terme négociation, c'est non-égo. Ça veut dire que quelque part, il faut renoncer aussi à ce qu'on ambitionne. C'est un compromis. Donc, il va falloir justement positionner en fait ces ambitions, essayer de deviner quelles sont les ambitions de la partie partenaire plutôt que, on va dire, la partie adverse, plutôt de la partie partenaire, parce que on a tout de suite envisagé, nous, le CNRS comme un partenaire. Et donc, en fait, c'est le terrain de négociation, c'est le terrain qui est au milieu. Voilà, et trouver, en fait, le bon compromis entre ce qui est indispensable à la start-up et puis ce qui est légitime aussi pour le CNRS. Voilà, donc le terme temps a été évoqué. Moi, je reviendrai sur la temporalité. C'est vrai que le temps, c'est l'ennemi de la start-up. On est rentré, nous, dans un processus qui a duré 18 à 24 mois, ce qui est, à mon sens, qui est un bon timing pour aussi réfléchir. Parce qu'en fait, le fait de discuter de la licence, ça donne le temps de la réflexion aux associés et aux entrepreneurs. Alors bien sûr, la licence, elle s'inscrit dans un business plan, bien entendu, une vision à moyen et puis long terme. Et globalement, c'est la réflexion de la création de valeur. Comment on positionne la licence
au sein et de l'entreprise, de la start-up, pour la création de valeur. Donc nous, on a choisi en fait une licence non exclusive, on y reviendra tout à l'heure, et donc en fait ce choix de licence non exclusive nous a pris un temps aussi pour comprendre, on va dire, comment on allait tirer le meilleur compromis, le meilleur profit avec les moyens qu'on avait à disposition. Et ça aussi, ça fait partie justement de l'art de la négociation. Voilà, sinon au niveau de j'allais dire ce que je voulais rajouter aussi au niveau du CNRS, c'est finalement l'accompagnement. On n'en a pas parlé, mais au cours du dispositif de négociation, il y a un accompagnement réciproque. On a fait partie nous de la promotion RISE CNRS. Donc c'est par là qu'on est entré. Ensuite, on a été incubé par Buzy, en collaboration avec le CNRS. On a fait un dossier à iLab, sur lequel on n'a pas été retenu. Et finalement, avec un peu de recul, tant mieux, parce qu'il y avait une maturité des actionnaires qui n'était pas encore tout à fait là. Et finalement, pour faire un dossier Bourse French Tech Emergence, qui a finalement permis de lancer la start-up et puis de rentrer dans le processus, dans le closing final de la licence. D'accord, merci. Alors Cécile, vous l'avez dit, vous êtes investisseur et vous travaillez avec des startups deep tech depuis une vingtaine d'années maintenant. Est-ce que vous commencez à voir ces évolutions-là, c'est-à-dire les demandes de prise de participation au capital des établissements publics de recherche et l'accélération des discussions? Alors on a vu que c'est pas encore tout à fait arrivé jusqu'aux startups, donc je suis pas sûre que ça arrive tout à fait jusqu'à vous, l'accélération des discussions. Non, je pense que, vu de notre point de vue, et bien sûr on est moins dans les discussions que le sont les porteurs de projets, donc on a une vision un petit peu plus avec du recul, mais il me semble qu'effectivement est perceptible l'évolution de cette transformation quand même des acteurs de la recherche publique. Et quand j'entends le discours de Madame sur le CHU, on voit bien quand même qu'il y a quand même effectivement des évolutions qui sont très perceptibles sur la manière dont le monde de l'entreprise est perçu par les acteurs académiques, et que ce sont deux mondes qui sont quand même en train de se rapprocher avec une meilleure prise de connaissance des uns entre eux, entre ces partenaires. Et effectivement, voilà, des nouvelles manières d'accompagner à travers des participations au capital, ce qui est quand même tout à fait révolutionnaire, qui est très nouveau. Et ça, c'est très perceptible quand même, cette culture qui évolue et qui va dans le bon sens, parce que et je pense qu'aussi les acteurs économiques, les acteurs académiques également mettent le paquet pour essayer de sensibiliser les chercheurs et sur l'entrepreneuriat. Il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au summum de nos possibilités. De l'art. De l'art, mais il y a quand même eu beaucoup d'évolutions et ça se sent pour le succès de nos entreprises. Et il est indispensable qu'effectivement tout le monde arrive à se comprendre. Et je pense que les discussions, les négociations, il me semble, prennent moins de temps, sont plus fluides. Et on voit moins de positions effectivement hors standard sur. Vous parlez de 10%. C'est vrai qu'à une époque, on voyait des conditions de certaines licences. On se dit il y a du travail. Bon, maintenant, voilà, je pense qu'il y a une forme aussi d'homogénéisation des conditions. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment, je pense que CAI et puis la cellule de valorisation avant aller dans le sens d'essayer de faire aussi prendre le lead un petit peu dans les discussions pour représenter les différents partenaires. Ça va dans le sens de la simplification des discussions aussi. Bon, tout ça, c'est quand même positif. J'en retire du positif. Bon, merci. Alors Marie, quels sont les principaux points de discussion justement entre les établissements de recherche et les startups lorsqu'il s'agit de négocier les contrats de licence ? Alors, des points d'attention, il y en a énormément, mais j'aimerais, si tu me le permets, commencer par dire une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la recherche du juste équilibre qui doit guider les intérêts de chacun. Parce que
un bon deal n'est un deal que s'il est vraiment win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Donc si nous, on a une position en tant qu'académique beaucoup trop péremptoire et agressive, on va tout perdre. Notre intérêt, c'est quoi? C'est que les technos, elles se développent et qu'elles sortent des labos, et nous, en l'occurrence, de nos services médicaux, et qu'elles puissent bénéficier aux patients. Mais on l'a dit, dans la start-up, il y a un souci, c'est le temps, c'est le délai. Et quand vous avez un CHU ou une université à faire manœuvrer, c'est pas un hors-board, c'est un plus gros paquebot, mais un très beau paquebot, bien évidemment. Mais on est obligé de passer par tout un arcane décisionnel, ce qui est normal, notamment pour la prise de participation dans les startups, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas en ce qui concerne les CHU. Ça n'est fait que depuis 2016, et donc c'est des choses que l'on doit faire valider en directoire, autres. Donc tout ce qui concerne la licence doit être présenté au niveau du directoire, des conseils institutionnels, et donc tout doit être défini. Alors, pour ce faire, la recherche de l'équilibre, c'est ce qu'il faut. Les 10%, c'est pas un hasard. Alors, il y a une série également qui s'appelle 10%. C'est bien ce que prenaient normalement les impresarios, entre guillemets. L'idée, c'est que 10%, c'est le maximum, et ça devrait même être moins que prennent les établissements publics, parce qu'après, ça peut devenir quelque chose qui peut bloquer, crisper, notamment que ce soit les gens qui créent les sociétés ou les capitaux risqueurs. Nous, on a eu un exemple côté CHU, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps. On a pris une part du CHU, une quote-part de capital assez minime, parce qu'en fait, l'idée n'était pas d'étouffer cette start-up, mais de participer, un petit peu comme l'avait dit Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer avant tout. Et nous, on voulait encourager ce chercheur. Alors, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu. C'était un peu de l'empirisme. On a fait en apprenant, on a appris et on a grandi en faisant. Donc, les points d'attention, ça va être effectivement les conditions de l'exploitation de cette licence. Mais pour ce faire, il faut déterminer plein de choses, en fait. Le domaine d'exploitation, très précisément, la durée. On ne sait pas toujours, et des fois on sait, ça va être beaucoup plus court. Si on est dans un domaine de logiciel, ce n'est pas la peine de partir sur 25 ans. On sait que dans 25 ans, ça fera longtemps que le logiciel sera obsolète. Si c'est un brevet, ça peut être intéressant d'être à 10, 15, 20 ans, étant la durée maximale d'un brevet. Et après, c'est ces fameuses quotes-parts ou royalties. Et c'est là où le bas blesse en général. Alors effectivement, vous avez dit quelque chose de très intéressant, Monsieur Deschamps. L'objectif, c'est pas de le fixer sur le chiffre d'affaires, c'est très coercitif, mais plutôt soit sur la marge nette ou autre. Mais voilà, c'est tous ces détails, en fait, ces points de détail qui sont importants. Et bien sûr, en ma qualité de juriste, je ne peux pas vous dire autre chose que de bien vous faire accompagner, que ce soit par des juristes ou par des avocats ou autres. Et je rappelle là encore que le symbole du droit, c'est une balance. Ce n'est pas un hasard, c'est encore cette recherche de l'équilibre des intérêts de tous. Merci. Alors on va revenir sur la stratégie et Laurent, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a une question stratégique dans les négociations des licences avec les établissements publics, c'est effectivement exclusivité ou non-exclusivité. Alors, Jérôme, vous avez eu cette réflexion stratégique, vous avez choisi l'exclusivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons qui vous ont poussé à ça? Alors nous, l'objectif, c'était de faire un transfert de techno, le but étant d'industrialiser un procédé de fabrication. Donc nous, on était sur de l'industrie, donc là, on est parti sur de l'exclusivité sur 20 ans. Domaine défini, éclairage, photovoltaïque, donc domaine applicatif défini, et on avait effectivement, pour nous, dans notre stratégie, c'était vraiment une exclusivité. Et ça passait pas par... en tout cas, dans notre domaine, c'était une exclusivité. On ne voulait pas aller faire des investissements sur la technologie pour finir, parce qu'on était vraiment au démarrage. Il y avait encore tout le transfert et toute l'industrialisation, donc des investissements importants qui se profilaient. On ne voulait pas on sait ce que ça fait, les développements. On se fait un planning à 2 ans, et puis au final, c'est x2, grosso modo. Donc on ne voulait pas se faire happer la techno par un plus offrant derrière, ou quelqu'un qui pouvait courir plus vite que nous, parce que des fois, c'est aussi une possibilité. Donc on avait opté pour ce choix d'exclusivité en domaine défini sur notre techno. D'accord. Et vous, Laurent, alors? Alors nous, en fait, on a fait le choix non exclusif. Alors bien sûr, le domaine, ça c'est un élément clé.
le domaine en fait du brevet de NatuRads, il est très limité, à savoir c'est une molécule, une fonction pour une famille de polymères. Et l'analyse stratégique qu'on en a faite, c'est de dire finalement ce qui est intéressant, c'est plutôt la méthode et la boîte à outils. Donc l'idée, c'est d'utiliser, de se baser sur, on va dire, cette approche-là structurante, mais de développer un savoir-faire pour développer en fait des additifs basés sur cette techno-là, sur cette brique élémentaire, mais qui vont aller vers de la customisation, donc élargir de la famille à, on va dire, une transversalité sur les polymères, et puis plutôt que d'aller chercher une fonction, d'aller chercher de la multifonctionnalité, mais tout en se servant de cette brique élémentaire. Donc en fait, c'est un petit peu l'analyse stratégique qui a été faite. Alors, on a mis un petit peu de temps sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en fait, on en est... alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était une volonté pour la start-up d'aller tout de suite se confronter au marché. Et de choisir, en fait, on va dire, 2 cibles premium sur des approches qui permettait de valider et la customisation et la multifonctionnalité. Et aujourd'hui, j'ai un de mes associés qui est là, Vincent Vernet. On est dans une phase de validation pré-industrielle pour l'un, puisqu'en fait, on a reçu notre première commande la semaine dernière. Donc Vincent Vernet va faire le poste de nuit pour la production. Parce que aussi, le fait de choisir une licence non exclusive dans une start-up, cash is king. Et donc, en fait, ça engage aussi des moyens, des ressources différentes par rapport à une licence exclusive. Donc, pour le premier client, on est en validation industrielle. Et pour le deuxième, on va dire qu'on croise les doigts pour avoir un résultat sur janvier ou février. Mais c'était de croiser le fer entre la technologie issue du CNRS et tout de suite, en fait, une validation terrain, ce qu'on appelle preuve de concept, pour justement construire un savoir-faire propre et éventuellement développer des brevets propres à la société. D'accord. Et puis la particularité, c'est qu'effectivement, Vincent Vernet a rejoint l'aventure en étant retraité de ses fonctions universitaires, ce qui fait que vous l'avez rien que pour vous. Alors ça, c'était un point clé aussi, merci Isabelle. C'est qu'on a la chance justement d'avoir un co-inventeur. Oui, c'est ça, on s'est compris, mais on ne le dira pas. Donc oui, en fait, c'était un point clé pour la naissance de la société, c'était que le co-inventeur s'engage, on va dire, dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, il était convaincu déjà avant qu'on en parle, donc c'était déjà, on va dire, un très bon résultat. Et c'est vrai que au-delà de tout ça, en fait, c'est d'abord une aventure d'hommes et de femmes. Et il faut trouver en fait la bonne équipe. Quand on discute avec BPI, on a ce qu'on appelle le Team A. C'est voir justement si en fait on a la bonne équipe, les bons ingrédients, la bonne complémentarité. Et j'allais dire que c'est bien plus important que l'aspect pays, parce qu'en fait c'est ça qui va vraiment générer l'effet de levier. C'est vraiment l'équipe, quoi. Bon, je sors un peu du sujet là, mais... Non, ça reste en lien. Alors, Cécile, en tant qu'investisseur, quels sont les principaux points d'analyse quand vous auditez la stratégie de propriété intellectuelle d'une start-up ? Alors, la stratégie, vraiment, le mot est très important parce que, effectivement, c'est pas seulement un dépôt, un brevet, c'est une réflexion globale qui va vraiment tout décortiquer, les avantages différenciateurs, les barrières à l'entrée, c'est toutes ces approches-là globales, stratégiques, qui font que ce qui est important dans cette stratégie de pays, c'est, d'abord, c'est pas seulement effectivement des brevets, ça peut ça peut avoir plein d'autres aspects, ça peut être un contrat qui offre une exclusivité sur certaines ressources, ça peut être... il y a tout un panel ça peut être des savoir-faire aussi qui sont protégés d'une certaine façon, même si c'est pas à travers un brevet. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, c'est donc de bien réfléchir sur une stratégie globale, si on parle des brevets, qui est aussi dans le temps, à prévoir par étapes éventuellement.
Ensuite, sur les brevets, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va regarder des choses qui sont importantes, qui sont l'historicité, par exemple, des brevets. Effectivement, dans certains domaines, quand on a des brevets qui sont un petit peu vieux, et comme dans certains domaines, comme dans les biotech, par exemple, où on a des temps de développement qui sont extrêmement longs et de mise sur le marché qui sont très longs, effectivement, quand on a des brevets qui ont déjà une petite dizaine d'années, entre 6 et 8, 10 ans déjà d'antériorité. Bon, déjà, c'est pas toujours très bon signe sur la dynamique du projet. Parfois, ça peut trahir, enfin, ça peut vouloir dire qu'il y a eu quelques difficultés, ou en tout cas quelques latences, enfin, pour se développer. Et au-delà de ça, effectivement, ça pose la question ensuite à terme de la valorisation de la société à l'issue du programme de recherche, si la société n'aura plus cette propriété-là. Alors il y a des moyens d'y remédier, et c'est là où la stratégie de propriété intellectuelle a tout son sens, c'est que comme elle doit s'envisager par étapes et par sorte de par différents niveaux. Effectivement, il y a des moyens de régénérer une propriété intellectuelle, il y a des moyens de rajouter une nouvelle vie ou de réfléchir à ouvrir sur d'autres voies qui vont permettre d'enrichir ça. Voilà un petit peu. Alors, un autre point qui est bien sûr, ce qui est important, c'est pas seulement l'aspect offensif, à savoir je me protège et ça me donne une position vis-à-vis de mes concurrents, mais c'est aussi l'aspect défensif, à travers la liberté d'exploitation, puisqu'on peut très bien déposer des brevets qui vous confèrent une exclusivité pour votre technologie, mais que vous soyez dépendant d'autres technologies pour exploiter. Donc ça, effectivement, alors ce qu'on appelle les FTO, les Freedom to Operate, ce sont des études qui coûtent cher. Pour les startups, c'est pas toujours très accessible, mais bon. C'est essentiel malgré tout, oui. Mais c'est important. Voilà, donc on va, et s'il faut effectivement diligenter des experts pour aller regarder des questions particulières, on le fera, on n'est pas nous-mêmes des spécialistes, mais sur des... voilà. Et bien sûr, on va aller regarder la force aussi des brevets, ça au travers de l'analyse, on va aller regarder les rapports de recherche, on va aller voir les forces, les faiblesses, et si effectivement il y a une vraie consistance derrière, ou si ce sont... des brevets un petit peu de vitrine, mais voilà. Après, il n'y a pas dans tous les projets, il n'y a pas toujours la possibilité d'aller chercher dans tous les projets des brevets. Dans le domaine informatique, on sait que c'est un petit peu limité. Il y a aussi plusieurs approches qui peuvent être plutôt de gérer le secret versus je rends public mes recherches et mes travaux. Ça, c'est aussi des débats qu'on a aussi avec les entreprises. L'investisseur aime bien avoir une base qui est concrétisée par des brevets, parce qu'effectivement, ça matérialise ce savoir-faire et cette spécificité de savoir-faire, qui est moins flagrant si vous n'avez pas de brevet. Si vous travaillez avec une espèce de boîte noire où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça fait des belles choses, mais on est incapable de dire comment c'est monté. Donc c'est toujours... voilà. Donc il y a un petit peu tous ces aspects-là qui vont intervenir. D'accord, merci. Marie, tu voulais rebondir? Oui, je veux bien rebondir, parce que c'est vrai plusieurs fois on entend le mot brevet, mais comme vous l'avez dit à juste titre, madame, la propriété intellectuelle ne va pas s'arrêter simplement au titre de brevet. Il est vrai qu'il est quand même plus intéressant, parce qu'au moins ça matérialise la chose d'avoir ce titre, d'avoir ce brevet européen, et après on fait des extensions et autres. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est avoir un brevet, ou un code de protection déposé à l'Agence de protection des programmes, un code APP, ou que sais-je encore, un savoir-faire qui peut venir être l'additif magique, entre guillemets, d'un brevet de procédé ou de fabrication. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire les choses dans l'ordre, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les chercheurs, notamment universitaires, vont avoir besoin de publier pour exister. Et du coup, il faut faire attention de ne pas s'auto-antérioriser. Il faut publier,
mais après s'être protégé et faire les choses vraiment dans l'ordre et suivre les choses. Ce qui n'est pas toujours facile à faire dans le monde académique, puisqu'on sait que les chercheurs sont quand même pressurisés, les doctorants, ils doivent absolument publier pour soutenir. Nous, c'est pareil, les médecins, les pharmaciens, ils doivent publier pour pouvoir ensuite devenir maître de conférences, PUPH. C'est une course effrénée. Et ça rejoint, enfin voilà, on court tous après le temps et il faut rester efficient, collectif évidemment, et jouer dans l'intérêt commun, ce qui n'est pas toujours facile à faire. C'est sûr. Alors Faté, vous, lorsque vous avez créé OnLight, au départ, vous étiez sur une activité de service pure, et puis assez rapidement, par la force des choses, vous avez évolué sur un projet plus industriel, ce qui vous a amené à ce moment-là à penser votre stratégie de propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche que vous avez suivie et cette stratégie ? Alors la stratégie, elle repose sur deux piliers, on va dire. Le premier pilier, c'est la vitesse, parce que la vitesse, elle nous est un petit peu imposée par le contexte pandémique et le fait que la décontamination, quand même, est un petit peu au cœur du sujet. Et deuxièmement, par le fait qu'on a besoin d'un socle scientifique et un socle de recherche très solide pour appuyer nos développements. Donc la vitesse, elle peut prendre plusieurs formes. Chez nous, on a mis en place des boucles d'innovation qui nous permettent de faire ressortir des idées. Donc soit des boucles en interne, de créativité par exemple, soit des boucles en externe avec nos partenaires, comme des partenaires industriels de sous-traitance, des partenaires hospitaliers, des partenaires des laboratoires, en faisant bien attention bien sûr à tout ce qui est échange de propriété intellectuelle ou industrielle à ce moment-là, bien sûr. Il faut en dire suffisamment, mais pas trop. On est dans le pas trop. Pardon ? Nous, on est dans le pas trop. Oui. Mais c'est très important pour savoir quelles sont les innovations qui peuvent en être retirées, quelles sont celles qui peuvent avoir un intérêt d'être brevetables, celles qui doivent être passées sous le secret. Parce que très honnêtement, il y a certains points qu'il ne faut absolument pas divulguer parce qu'ils représentent un avantage concurrentiel très important. Donc c'est un peu comme les algorithmes en informatique. On en parle, mais il y a très peu de brevets dessus. Et ce qui est plutôt de l'innovation ouverte ou alors avec des prior art très importants. Et dans ce cas-là, il faut les laisser de côté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout breveter. Toutes les idées ne sont pas bonnes à breveter. Un brevet, c'est énormément de temps. Et dans une start-up, du temps, on n'en a pas forcément beaucoup. Qui dit temps, dit aussi argent. Donc il faut vraiment faire un choix des innovations qu'on va breveter vis-à-vis du plan de développement et de la vision de l'entreprise. Certaines choses peuvent être repoussées à plus tard. Certaines choses peuvent être abandonnées. Certaines choses peuvent être publiées pour, par exemple, le mettre dans le domaine public et que d'autres ne puissent pas le breveter. Donc il y a vraiment une étude de tous les points à prendre en compte dès qu'il y a une idée. Et c'est une discussion avec les partenaires hospitaliers, par exemple, qui n'est pas forcément facile à avoir, mais qui est importante quand on a des ambitions scientifiques, parce qu'on essaie vraiment de construire non seulement une entreprise, mais en plus un socle scientifique qui va appuyer cette vision d'entreprise dans un domaine qui est relativement peu exploré. Et donc, dans la propriété industrielle, on a notamment beaucoup de discussions en ce moment sur une thèse qui va être enclenchée par la société avec un CHU. Et donc, beaucoup de discussions sur ce qui est divulgable, ce qui n'est pas divulgable, quand, comment, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, j'avais oublié. On a la chance aussi d'avoir un conseiller INPI qui nous soutient et qui nous oriente beaucoup, monsieur Marcel Philippe. Et se rapprocher de son conseiller INPI, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. D'accord. Donc, pour bientôt conclure, parce qu'on a déjà fait le tour du temps qui nous était imparti, si on résume la propriété
intellectuelle, c'est une arme stratégique pour une start-up deep tech. Alors bien comprendre que dans la propriété intellectuelle, il n'y a pas que les brevets. Il ne faut pas oublier, effectivement, comme vous l'avez dit, les logiciels, le savoir-faire, les bases de données, les marques. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Ça n'est pas que du brevet. Et surtout, bien comprendre aussi, c'est ce qui a été dit à travers les différents témoignages, que cette arme stratégique, elle doit toujours être au service de la stratégie générale de la start-up, mais pas seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc c'est tous ces alignements qu'il faut mettre en musique pour pouvoir avoir une stratégie solide. Voilà par rapport à ça. Juste pour terminer, Faté, vous, dans votre entreprise OnLight, le premier produit que vous avez sorti, vous étiez tenu par le temps, puisque c'était un produit en lien avec le Covid, et donc celui-ci, vous l'avez fait sortir sans propriété intellectuelle. Oui, tout à fait. C'était le centre hospitalier du Puy qui nous a demandé, qui était en rupture de surblouse, et qui nous a demandé de mettre à leur service nos connaissances sur le traitement de la lumière. Et donc on a juste fait une recherche d'antériorité, savoir ce qui était exploitable, ce qui était du domaine public ou pas. Et donc on a conçu le produit pour être dans cette faille-là. Oui, parce que c'est ça aussi. À un moment, il faut aussi être en capacité d'accéder au marché quand il est là. Bien, alors je ne sais pas si vous avez des questions dans le public ou sur Internet. Je ne pense pas avoir reçu de SMS. Oui, parce que... Non. Donc tout est clair alors. Oui, a priori. Si, on a une question. En termes de timing, je pense que c'est aussi un message à faire passer aux chercheurs, doctorants. C'était le discours de Marie, oui, c'est attention au timing entre les publications et les brevets, parce qu'effectivement, si on publie trop tôt, on ne peut plus déposer de brevet, puisque le principe d'un brevet, c'est qu'il faut que ce soit nouveau dans le monde entier, et si c'est déjà publié, ça n'est plus nouveau. C'est ça, Marie ? Oui, c'est ça, mais c'est vrai que la question, elle mérite, et je vous remercie, Monsieur Eldirissi, d'avoir reposé cette question, parce que on le répète pas assez. Ça a l'air d'être très simple comme ça, mais comme on l'a dit, il y a une sorte de pression qui s'exerce sur les chercheurs. C'est normal, mais voilà, il faut divulguer les choses, mais c'est bien de se protéger avant. Ouais. Et c'est pas parce que le brevet a été déposé qu'il faut publier, parce que à la réponse du rapport de recherche, vous pourrez pas opposer, on peut vous opposer des antériorités sur ce temps de latence. Bien sûr. Le timing est important. Donc vous en avez pour 18 mois. Voilà. Mais je pense que les chercheurs l'acceptent de plus en plus, parce que même sur les thésards et les choses comme ça, patent pending, en attente d'un dépôt de brevet, ça signifie quand même quelque chose maintenant. Je pense que ça rentre, ce point-là, je pense qu'il rentre quand même dans les mœurs. Ça rentre dans les mœurs parce qu'en fait, on opère des sensibilisations, entre guillemets, qui sont faites notamment par les services de l'université, la DRV, CAI et autres. On le fait également au niveau du CHU, mais c'est une nécessité parce qu'on ne peut pas reprocher aux gens des choses alors qu'ils n'en étaient pas informés. Eux, ils le font de bonne foi. Et après, voilà, il faut que les établissements se prémunissent contre ça, mais permettent, en fait, l'idée, c'est de rendre possible toutes les choses, aussi bien les publications que derrière monter une stratégie de protection valable. Donc voilà. Il faut aussi préciser quelque chose pour les thésards qui publient, qui font un brevet. Normalement, ils ont un petit pécule pour. Voilà, je tiens à le préciser comme ça. C'est peut-être pas dit tout le temps, mais c'est comme dans les entreprises pour que ça soit considéré. Ils doivent recevoir une juste rémunération par rapport au dépôt. Voilà, je le glisse comme ça. À ma connaissance, c'est pas encore voté au conseil d'administration de l'université. Oui, faut... c'est à regarder. Bien. Mais ça pourra faire l'objet d'un prochain atelier, parce qu'effectivement, c'est quand même très, très intéressant, parce qu'il y a la prime au brevet, et ça, par contre, ça existe, et effectivement, c'est légal, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est voté. Mais c'est différent, c'est effectivement différent, de ce qui s'applique pour les doctorants. Ouais. Très bien, alors merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.